un tunnel de 8 milliards de dollars en préparation depuis des décennies à une ligne ferroviaire qui réunira enfin les Balkans après des années de division, en passant par Paris qui construit en seulement 15 ans un réseau de métro plus vaste que celui de Londres, jusqu'à un canal qui pourrait littéralement couper la Turquie en deux. L'Europe abrite certains des méga-projets de construction les plus ambitieux au monde. Ne manquez pas cette plongée au cœur de ces réalisations de plusieurs milliards de dollars qui transforment le continent. Commençons par une merveille d'ingénierie qui traverse les frontières. Le Danemark a construit certains des plus longs ponts et tunnels du monde, y compris l'impressionnant pont de l'Øresund. Cependant, la liaison entre le continent européen et le Danemark doit encore être améliorée. Beaucoup de personnes doivent faire un énorme détour ou prendre le ferry pour traverser la mer, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Chaque heure, un ferry quitte l'île danoise de Lolland avec des camions, des voitures et des passagers à bord pour traverser le détroit du Fehmarnbelt jusqu'en Allemagne. La traversée dure 45 minutes à condition que la météo coopère. Lorsque les tempêtes arrivent depuis la Baltique, les ferries cessent complètement de circuler, bloquant des milliers de voyageurs et de cargaisons de chaque côté. Pour l'un des corridors commerciaux les plus importants d'Europe, cette bande d'eau de 18 km est un casse-tête coûteux depuis plus d'un siècle. Les Danois et les Allemands parlent de construire un pont ou un tunnel ici depuis les années 1800. Tous les quelques décennies, quelqu'un proposait une solution, les ingénieurs l'étudiaient, les politiciens débattaient des coûts, puis rien ne se passait. Les ferries continuaient de circuler, les retards continuaient de s'accumuler, et tout le monde acceptait que traverser entre la Scandinavie et l'Europe continentale signifiait soit prendre un ferry, soit conduire pendant des heures en faisant un détour par le nord du Danemark. La conversation a changé dans les années 1990, lorsque l'Union européenne a commencé à pousser pour de meilleures connexions entre les États membres. Le Danemark venait d'achever le pont du Grand Belt, reliant les principales îles danoises, et avait prouvé qu'il pouvait gérer d'immenses projets d'infrastructure. L'Allemagne voulait un meilleur accès au marché scandinave. Les deux pays ont compris que les camions attendant les ferries coûtaient chaque année des millions à leurs économies en perte de productivité. En 2008, le Danemark et l'Allemagne ont signé un traité. Le Danemark financerait et construirait le tunnel, l'exploiterait comme passage à péage, puis récupérerait progressivement les coûts sur plusieurs décennies. L'Allemagne devait simplement construire les infrastructures ferroviaires et routières de connexion de son côté. Après des études environnementales qui ont duré des années et résisté à plusieurs recours juridiques de groupes inquiets pour les écosystèmes de la mer Baltique, la construction a commencé en 2021. Le tunnel n'est pas creusé dans la roche comme la plupart des traversées sous-marines. À la place, le Danemark utilise la méthode du tube immergé. Construire d'immenses segments de tunnels en béton sur terre, les faire flotter jusqu'en mer, puis les couler dans une tranchée au fond marin. Chaque segment mesure 217 mètres de long et pèse 73 000 tonnes, soit à peu près le poids de la Tour Eiffel. Une usine spécialement construite près du chantier produit environ 10 segments par an, assemblant les armatures, coulant le béton et aménageant les intérieurs avant même que le segment ne touche l'eau. Le processus d'installation exige une météo presque parfaite. Des remorqueurs tirent chaque segment jusqu'aux coordonnées GPS exactes où il doit être placé, puis les ouvriers remplissent soigneusement les ballasts pour l'abaisser dans la tranchée préalablement draguée. Le segment doit se poser à quelques centimètres de sa position cible, car une fois au fond de la mer, il n'existe aucun moyen simple de déplacer 73 000 tonnes de béton. Des plongeurs et des véhicules télécommandés le relient ensuite au segment précédent, en scellant les joints avec d'énormes garnitures en caoutchouc. La construction est encore compliquée par la mer Baltique, avec des courants qui poussent les segments hors trajectoire. Les fenêtres météo pour l'installation sont courtes et imprévisibles. Le fond marin varie entre argile molle et dépôts glaciaires durs, ce qui nécessite différentes techniques de dragage selon les sections. En 2022, les ouvriers ont découvert des munitions non explosées de la Seconde Guerre mondiale dans la zone de construction et ont dû arrêter les travaux pendant des semaines, pendant que les équipes de déminage sécurisaient le tracé. Le tunnel sera en réalité composé de 2 tubes séparés, l'un pour le trafic routier avec 2 voies dans chaque direction et l'autre pour les trains transportant passagers et marchandises. Un tunnel de service plus petit passera entre les deux pour l'accès à la maintenance et l'évacuation d'urgence. Le tunnel ferroviaire est conçu pour des trains circulant jusqu'à 200 km/h, ce qui signifie que le trajet entre le Danemark et l'Allemagne prendra 7 minutes. En voiture, il prendra environ 10 minutes contre les 45 minutes actuelles en ferry qui ne fonctionnent que lorsque la météo le permet.
Le coût estimé de la construction a également été modifié à plusieurs reprises. Les estimations actuelles placent le budget du projet à 8,3 milliards de dollars, ce qui inclut l'amélioration de l'autoroute du côté danois. Le tunnel a été sélectionné comme l'une des principales priorités d'infrastructure de l'Union européenne, et il a reçu le soutien maximal de 50% des coûts du projet et de 30% des activités préparatoires. Le reste du projet sera financé par des prêts gouvernementaux. Il prévoit de facturer des péages suffisamment élevés pour récupérer l'investissement sur 50 ans. Le gouvernement danois parie que les gains de temps et la fiabilité rendront le tunnel assez attractif pour que les gens acceptent le coût. La véritable valeur ne consiste pas seulement à gagner 35 minutes sur un trajet vers Hambourg. Le Fehmarnbelt complète une liaison routière et ferroviaire continue entre la Scandinavie, l'Allemagne et le reste de l'Europe. Aujourd'hui, le fret entre Stockholm et Munich doit tenir compte des horaires de ferry et des retards liés à la météo. Après 2029, ce même fret pourra circuler selon un calendrier prévisible, 24 heures sur 24, quelles que soient les tempêtes sur la Baltique. Pour les entreprises de logistique, cette fiabilité vaut beaucoup d'argent. La liaison ferroviaire est encore plus importante pour les passagers. Copenhague-Hambourg deviendra un trajet direct en train à grande vitesse d'environ 2h30, contre le trajet actuel qui nécessite soit un ferry, soit un long détour. Cela place Copenhague à une distance confortable des grandes villes du nord de l'Allemagne et intègre la Scandinavie au réseau ferroviaire à grande vitesse en pleine expansion de l'Europe. À la fin de 2024, environ 50 des 79 segments du tunnel avaient été installés. L'usine fonctionne à pleine capacité, les équipes d'installation ont amélioré leurs procédures et, sauf problème majeur, le tunnel devrait ouvrir en 2029 comme prévu. Observer l'avancement de la construction est réellement impressionnant. Ce qui était un fond marin vide il y a 3 ans présente désormais un tracé de tunnel clairement visible sur les photos aériennes, à mesure que segment après segment est positionné et connecté. Les groupes environnementaux qui ont combattu le projet pendant des années surveillent encore la construction, en particulier son impact sur les marsouins communs qui migrent à travers le Fehmarnbelt. Le Danemark a installé des barrières acoustiques sous-marines pendant le battage des pieux, créé des récifs artificiels pour compenser les habitats perturbés et engagé des biologistes marins pour suivre les populations de marsouins. Il ne sera pas clair avant plusieurs années après l'ouverture du tunnel si ces mesures d'atténuation fonctionnent réellement. L'OTAN n'en parle pas publiquement, mais les planificateurs militaires apprécient les liaisons fixes qui ne peuvent pas être facilement perturbées. Les ferries peuvent être bloqués, retardés ou retirés du service. Un tunnel situé à 40 mètres sous l'eau est essentiellement immunisé contre tout ce qui ne relève pas d'une opération militaire majeure. Alors que les tensions avec la Russie augmentent, disposer d'un transport terrestre fiable entre la Scandinavie et l'Europe centrale a une valeur stratégique qui dépasse l'économie civile. En 2029, les opérateurs de ferry perdront la majeure partie de leur activité. La société Scandlines, qui exploite actuellement la traversée, se prépare déjà à cette réalité, réduisant sa flotte et se concentrant sur d'autres routes. Les petites villes situées de chaque côté du détroit, qui ont bâti leur économie autour du trafic des ferries, font face à un avenir incertain. Certaines s'adapteront en devenant des arrêts de service liés au tunnel. D'autres déclineront lorsque les voyageurs n'auront plus de raison de s'y arrêter. Le tunnel du Fehmarnbelt ne sera pas le plus long tunnel du monde, ni le plus profond, ni le plus cher. Mais il sera le plus long tunnel à tube immergé jamais construit. Et il changera fondamentalement la manière dont les personnes et les marchandises circulent à travers l'Europe du Nord. Il faudra des décennies pour savoir si le pari danois de 7,5 milliards de dollars sera rentable financièrement. Ce qui est déjà clair, c'est qu'à partir de 2029, la mer Baltique cessera d'être une barrière et deviendra simplement un autre tronçon de route que l'on traverse par en dessous. Pendant que le Danemark assemble son tunnel segment par segment sous la Baltique, plus au sud, dans les Alpes, un autre tunnel prend forme à travers certaines des roches les plus dures d'Europe. Le col du Brenner se trouve à 1370 mètres d'altitude dans les Alpes, marquant la frontière entre l'Autriche et l'Italie. Pendant des siècles, il a été l'un des moyens les plus simples de traverser les montagnes. Le col reçoit de fortes chutes de neige, les avalanches sont fréquentes et la circulation s'étend souvent sur plusieurs kilomètres lorsque les camions avancent lentement sur les routes de montagne. En hiver, la traversée peut être réellement dangereuse. En été, elle est simplement désespérément lente. Chaque année, plus de 2 millions de camions empruntent cette traversée, transportant des marchandises entre le nord et le sud de l'Europe. Ajoutez à cela les véhicules de passagers et le touriste occasionnel perdu, et vous obtenez l'un des passages de montagne les plus fréquentés du continent.
La ligne ferroviaire existante à travers le col, construite dans les années 1860, ne peut pas gérer les volumes de trafic modernes. Les trains avancent à 50 km/h et la pente limite la quantité de fret pouvant être transportée. Toute la situation empire depuis des décennies à mesure que le commerce européen augmente. L'Autriche et l'Italie ont commencé à discuter sérieusement d'une solution dans les années 1980. La réponse évidente était un tunnel de base, un long tunnel plat creusé à travers la base des montagnes plutôt que de passer par-dessus. Cela permettrait aux trains à grande vitesse de circuler et éliminerait les changements d'altitude qui ralentissent tout. Le problème, c'était le coût et la complexité. Le tunnel devait mesurer 64 km de long, ce qui en ferait l'un des plus longs tunnels ferroviaires du monde, et il traverserait certaines des géologies les plus difficiles des Alpes. Le projet a officiellement commencé en 2007, après que les deux pays ont obtenu des financements de l'Union européenne et se sont engagés à couvrir leur part du coût estimé à 10 milliards de dollars. Depuis, cette estimation a dépassé les 12 milliards de dollars et augmentera probablement encore avant la fin des travaux. Le forage a commencé en 2011 depuis plusieurs points d'accès des deux côtés de la frontière, avec des tunneliers travaillant simultanément les uns vers les autres à travers la roche solide. La géologie a été absolument brutale. Les Alpes ne sont pas une chaîne de montagnes uniforme. Elles sont un chaos de différents types de roches qui ont été poussées les unes contre les autres et plissées lorsque l'Afrique est entrée en collision avec l'Europe il y a des millions d'années. Le tunnel traverse des zones de granit, de gneiss, de schiste et d'autres roches métamorphiques, chacune ayant des propriétés différentes qui nécessitent des techniques de forage différentes. Certaines sections sont stables et permettent une progression rapide. D'autres sections sont fracturées, saturées d'eau et menacent constamment de s'effondrer. L'eau a été le plus grand ennemi. Les tunneliers rencontrent régulièrement des aquifères souterrains et des couches rocheuses chargées d'eau qui inondent les zones de travail. Les pompes fonctionnent en permanence pour garder le tunnel au sec, évacuant des milliers de litres par minute. Dans certaines sections, les ouvriers ont dû injecter du béton dans la roche devant le tunnelier afin de sceller les fractures avant de pouvoir avancer en sécurité. Cela ralentit la progression à un rythme extrêmement lent et ajoute des coûts massifs. Le tunnel est en réalité composé de deux tubes parallèles, chacun assez large pour une seule voie ferrée, reliés par des passages transversaux tous les 333 mètres pour la sécurité. Si quelque chose tourne mal dans un tube, les passagers peuvent évacuer par le passage transversal le plus proche vers l'autre tube. La roche excavée, plus de 18 millions de mètres cubes, est transportée hors du tunnel et utilisée comme matériau de construction ou déposée dans des sites de stockage désignés. Faire sortir autant de roches du tunnel sans provoquer le chaos sur les routes en surface est devenu un cauchemar logistique à part entière. La progression se fait à travers plusieurs chantiers simultanément. Des tunnels d'accès descendent depuis la surface à plusieurs endroits, permettant aux équipes de travailler sur différentes sections du tunnel principal en même temps. Cela accélère la construction, mais exige une coordination précise afin que, lorsque les différentes sections se rejoignent, elles soient alignées à quelques centimètres près. Obtenir cet alignement en creusant dans une roche instable à des centaines de mètres sous terre est plus difficile qu'il n'y paraît. La date d'achèvement initiale était 2025. Cependant, nous avons déjà dépassé cette échéance. Les estimations actuelles placent l'ouverture autour de 2032, même si personne ne veut s'y engager publiquement, car chaque année semble apporter de nouveaux retards. Les gouvernements autrichiens et italiens continuent d'affirmer que le tunnel sera bientôt terminé, tandis que les ingénieurs eux-mêmes suggèrent discrètement que cela pourrait prendre encore plus de temps. Lorsqu'il ouvrira enfin, le tunnel transformera le transport alpin. Les trains de fret pourront traverser les Alpes en 25 minutes à des vitesses allant jusqu'à 250 km/h contre le trajet actuel de 80 minutes à vitesse réduite. C'est une énorme amélioration pour les entreprises de logistique. Et surtout, cela rend le rail compétitif face aux camions pour la première fois. Aujourd'hui, les entreprises utilisent les camions parce qu'ils sont plus rapides, même s'ils sont plus coûteux et plus mauvais pour l'environnement. Le rail rapide à travers le tunnel de base du Brenner pourrait transférer des millions de tonnes de fret des routes vers les rails. Le service passager bénéficiera d'avantages similaires. Munich-Vérone deviendra un trajet confortable en train à grande vitesse de moins de 4 heures contre l'actuel parcours de 6 heures qui implique soit de conduire par les cols de montagne, soit de prendre des trains lents. Vienne-Venise passera à moins de 4 heures. Soudain, traverser les Alpes deviendra aussi simple que traverser n'importe quelle autre partie de l'Europe, ouvrant des connexions touristiques et commerciales qui n'ont actuellement pas de sens. L'argument environnemental en faveur du tunnel est simple.
Chaque train de fret qu'il utilise signifie des dizaines de camions qui n'ont plus à franchir le col du Brenner. Cela signifie moins de pollution de l'air dans les vallées alpines, moins de bruit, moins d'usure des routes et moins d'accidents. L'Autriche a été particulièrement agressive dans sa volonté de transférer le trafic de camions vers le rail, en imposant des limites strictes au nombre de camions pouvant franchir le col chaque jour. Le tunnel lui donne un moyen d'appliquer réellement ses limites sans étouffer son économie. Malgré l'incroyable défi d'ingénierie, tout le monde n'est pas enthousiaste à propos du tunnel. Les communautés locales proches des chantiers ont eu des réactions mitigées. Les travaux apportent des emplois et de l'activité économique, mais aussi des années de bruit, de vibrations et de trafic intense de camions transportant les matériaux vers le chantier et la roche excavée vers l'extérieur. Certains villages proches des tunnels d'accès autrichiens se sont plaints de bâtiments fissurés par les explosions et du bruit constant des équipements de construction. Le côté italien a connu des problèmes similaires. Les indemnisations aident, mais elles ne compensent pas entièrement des années de perturbations. Le tunnel de base Brenner représente tout de même une avancée pour l'environnement. Le fret peut circuler efficacement sans que les camions encombrent les routes de montagne. Les passagers peuvent voyager durablement à grande vitesse. Le problème est que construire une telle infrastructure prend des décennies et coûte des milliards, exigeant un engagement politique qui dépasse largement les cycles électoraux. L'Autriche et l'Italie ont maintenu cet engagement malgré les retards et les dépassements de coûts, en grande partie parce que l'alternative, continuer à laisser le trafic de camions augmenter sur les routes existantes, n'est pas durable. Les routes sont à pleine capacité, la pollution empire et chaque accident dans les cols de montagne provoque d'énormes perturbations de circulation. Le tunnel offre une issue à ce piège, même s'il prend plus de temps et coûte plus cher que ce que tout le monde espérait. Au moment où le tunnel de base du Brenner ouvrira dans les années 2030, il aura été en construction pendant plus de 25 ans. C'est plus longtemps qu'il n'a fallu pour construire la plupart des grandes cathédrales d'Europe. Mais contrairement aux cathédrales, ce tunnel servira un objectif pratique clair: déplacer des millions de tonnes de fret et des millions de passagers à travers les Alpes plus vite, plus sûrement et plus proprement que jamais. Savoir si cela vaut 12 milliards de dollars et plus encore est une question à laquelle chaque contribuable devra répondre lui-même. En parlant de tunnels alpins qui ont pris une éternité à construire, il y en a un qui est déjà opérationnel et qui montre exactement ce que le tunnel du Brenner espère accomplir. La Suisse a achevé en 2016 un projet que la plupart des pays n'oseraient jamais entreprendre. Un tunnel de 57 km creusé tout droit à travers les Alpes, le plus long tunnel ferroviaire du monde. Le tunnel de base du Gotthard relie le nord et le sud de la Suisse, réduisant les temps de trajet et créant une ligne plate à grande vitesse, là où les trains devaient auparavant gravir péniblement les cols de montagne. L'ancienne ligne ferroviaire du Gotthard, construite dans les années 1880, monte et descend fortement avec de longs tunnels en spirale à l'intérieur de la montagne afin de gagner et de perdre progressivement de l'altitude. C'est une merveille du génie civil du 19e siècle, mais elle est lente et limitée en capacité. Le nouveau tunnel de base contourne tout cela en suivant un tracé plat et rectiligne sous l'ancien itinéraire, à des profondeurs pouvant atteindre 2300 mètres sous les sommets alpins. Le tunnel a nécessité 17 années de construction, de 1999 à 2016, et a coûté environ 12 milliards de dollars. Mais le résultat est véritablement impressionnant. Les trains traversent désormais les Alpes à 250 km/h sur un itinéraire qui ne monte ni ne descend presque plus. Sa construction a nécessité des tunneliers travaillant depuis les deux extrémités, ainsi que depuis plusieurs points d'accès intermédiaires. La géologie était similaire à celle que rencontre aujourd'hui le tunnel du Brenner. Roches fracturées, eaux souterraines et zones instables, nécessitant d'importants renforcements. Les ingénieurs suisses sont devenus des spécialistes de ces difficultés, développant des techniques aujourd'hui utilisées sur d'autres tunnels alpins. Tout ne s'est toutefois pas déroulé sans difficulté, puisque 9 ouvriers ont perdu la vie pendant la construction, illustrant le sacrifice nécessaire pour percer les montagnes. Le tunnel est en réalité composé de 2 tubes parallèles à voie unique, reliés par des passages transversaux tous les 325 mètres. Cela permet aux trains de circuler simultanément dans les deux sens, tout en offrant des voies d'évacuation d'urgence. Le système de ventilation est suffisamment puissant pour faire face à un incendie dans un train, grâce à d'immenses ventilateurs capables d'inverser le flux d'air afin d'éloigner la fumée des passagers. Depuis son ouverture, le tunnel de base du Gotthard est devenu l'épine dorsale du transport de marchandises nord-sud en Europe. Les marchandises circulant entre Rotterdam et Milan traversent désormais la Suisse plus rapidement et plus efficacement que jamais.
le tunnel a permis de transférer une part importante du fret de la route vers le rail, exactement comme prévu. Les vallées alpines suisses connaissent ainsi moins de trafic routier et bénéficient d'une meilleure qualité de l'air. Pour les passagers, l'amélioration est spectaculaire. Le trajet entre Zurich et Milan est passé de 4 heures à moins de 3 heures. Le voyage est fluide et confortable, sans les importantes variations d'altitude qui rendaient autrefois la traversée des Alpes inconfortable pour certains voyageurs. Le tourisme a augmenté, car des excursions d'une journée auparavant impossibles sont désormais facilement réalisables. La Suisse a également investi massivement dans les infrastructures ferroviaires reliées au tunnel. De nouvelles lignes à grande vitesse menant aux entrées du tunnel, des gares modernisées et des horaires améliorés fonctionnent ensemble afin de maximiser son efficacité. Cette approche globale, ne pas seulement construire le tunnel, mais aussi s'assurer que tout ce qui y est connecté fonctionne correctement, explique en grande partie le succès du projet. Le tunnel du Gothard montre ce que les tunnels alpins de base peuvent accomplir lorsqu'ils sont réellement terminés et mis en service. Le tunnel du Brenner devrait offrir des avantages similaires, tandis que plus à l'ouest, la France et l'Italie discutent d'un projet comparable sous le Mont Blanc. Ces projets prennent des décennies et coûtent des milliards, mais ils transforment fondamentalement la manière dont les personnes et les marchandises traversent la plus grande barrière montagneuse d'Europe. Pendant que les Européens creusent à travers les Alpes, la Turquie envisage un projet qui pourrait remodeler sa géographie d'une manière bien plus spectaculaire. Le Bosphore est l'une des voies maritimes les plus fréquentées et les plus dangereuses du monde. Environ 43 000 navires y transitent chaque année, naviguant sur une voie d'eau étroite et sinueuse qui traverse le cœur d'une ville de 16 millions d'habitants. Le détroit comporte des virages serrés, de forts courants et un trafic intense de petites embarcations. Les accidents sont fréquents, notamment des collisions entre pétroliers et des échouements ayant provoqué des incendies, des marées noires et des pertes humaines. La Turquie ne peut pas limiter le trafic dans le Bosphore en raison de la Convention de Montreux de 1936, un traité international garantissant la libre circulation des navires civils. Le pays peut imposer des règles de sécurité, mais il ne peut ni facturer des droits de passage, ni refuser l'accès aux navires. Cette situation frustre les dirigeants turcs depuis des décennies. Les navires traversent la plus grande ville du pays, créant des risques et des embouteillages, sans que la Turquie puisse en tirer le moindre revenu. Le canal d'Istanbul changerait cette situation. Le président Recep Tayyip Erdogan souhaite creuser un canal à travers Istanbul afin de créer une nouvelle voie maritime parallèle au Bosphore. Il parle de ce projet depuis 2011, le qualifiant de projet fou et promettant qu'il transformera l'économie turque. Le canal mesurerait 45 km de long, reliant la mer Noire à la mer de Marmara et transformant ainsi la partie occidentale d'Istanbul en une île. Le nouveau canal serait entièrement sous souveraineté turque, permettant au gouvernement de fixer librement les droits de passage. Le gouvernement d'Erdogan estime que le canal pourrait générer des milliards de dollars de revenus chaque année, tout en réduisant le trafic dans le Bosphore ainsi que les risques qui y sont associés. Le canal serait plus large et plus rectiligne que le détroit naturel, ce qui le rendrait plus sûr pour les grands navires, en particulier les pétroliers provenant des ports de la mer Noire. Le projet prévoit un canal de 45 km de long, d'une largeur comprise entre 275 et 360 mètres et d'une profondeur minimale de 21 mètres, suffisante pour permettre aux plus grands navires commerciaux de circuler en toute sécurité. Il traverserait la partie européenne d'Istanbul, en commençant près de la côte de la mer Noire et en se terminant sur la rive nord de la mer de Marmara. 6 ponts le franchiraient, et un nouveau quartier serait construit le long de ces rives afin d'accueillir jusqu'à millions d'habitants. Les estimations du coût ont énormément varié selon leurs auteurs. Le gouvernement d'Erdogan évoquait initialement 10 milliards de dollars, puis a révisé ce chiffre à 15 milliards avant de cesser de communiquer des estimations officielles. Les analystes indépendants évaluent le coût réel entre 20 et 65 milliards de dollars selon les éléments pris en compte. Le montant exact ne sera probablement connu que si le projet est effectivement construit et que les factures arrivent. La construction n'a jamais officiellement commencé malgré des années d'annonces. Les études d'impact environnemental sont terminées, les études de tracé ont été réalisées et certaines acquisitions foncières préparatoires ont été effectuées. Mais les véritables travaux d'excavation n'ont jamais débuté et il est de plus en plus incertain qu'ils commencent un jour. Le projet fait face à 3 obstacles majeurs: le coût, la politique et la géographie. Le problème du coût est évident. L'économie turque connaît depuis plusieurs années une forte inflation et une monnaie qui continue de perdre de sa valeur. Dépenser des dizaines de milliards de dollars pour un canal alors que le pays fait face à des besoins d'infrastructures plus urgents est difficile à justifier.
Le gouvernement devrait attirer d'importants investissements étrangers ou contracter une dette massive, ce qui ne s'est pas produit jusqu'à présent. Sur le plan politique, le canal est devenu extrêmement controversé. Les groupes environnementaux s'y opposent parce que sa construction détruirait des forêts et des zones humides, perturberait les nappes phréatiques et pourrait potentiellement déclencher des séismes dans une rairie déjà très active. Les habitants d'Istanbul ne souhaitent pas voir leur ville littéralement coupée en deux. Les partis d'opposition ont promis d'annuler le projet s'ils arrivent au pouvoir. Les compagnies maritimes internationales se montrent également sceptiques quant à l'utilisation du canal, compte tenu des péages que la Turquie prévoit d'imposer. La géographie pose également problème d'une manière devenue plus évidente à mesure que les études progressaient. Le tracé traverse des zones comportant des failles actives, ce qui soulève des inquiétudes concernant les risques sismiques. La composition du sol varie fortement, certaines sections se comportant pratiquement comme un liquide lors d'un tremblement de terre. Construire un canal qui ne s'effondrera pas ou ne provoquera pas de glissement de terrain catastrophique nécessite des solutions d'ingénierie extrêmement coûteuses. Une question fondamentale demeure également. Ce canal est-il réellement nécessaire ? Oui, le trafic dans le Bosphore est important, mais il n'augmente plus de manière spectaculaire. Les compagnies maritimes coordonnent mieux leur passage et la sécurité s'est améliorée malgré l'augmentation du trafic. Construire un canal coûtant plusieurs milliards de dollars pour résoudre un problème qui s'améliore progressivement grâce à une meilleure gestion semble discutable. La Convention de Montreux crée une autre complication. Des juristes spécialisés en droit international estiment que si la Turquie construit une voie alternative et commence à percevoir des droits de passage, d'autres pays pourraient contester son droit à continuer de réglementer le trafic dans le Bosphore conformément à cette convention. Cela pourrait se retourner contre la Turquie, l'obligeant à autoriser une circulation totalement libre sur les deux voies navigables sans percevoir de redevance sur aucune d'entre elles. Ce serait le pire scénario possible du point de vue turc. Erdogan continue de parler du canal d'Istanbul dans ses discours, affirmant qu'il sera construit et qu'il sera magnifique. Mais son discours est devenu plus vague avec le temps, mettant moins l'accent sur un calendrier précis et davantage sur la dimension visionnaire du projet. Aucun engin de chantier n'est à Daru. Les acquisitions foncières ont ralenti. Le projet existe dans une étrange situation où il n'est jamais officiellement abandonné, mais ne commence jamais réellement. La plupart des analystes estiment aujourd'hui que le canal d'Istanbul ne sera probablement jamais construit, du moins sous sa forme actuelle. Les aspects économiques ne tiennent pas, la situation politique est très défavorable, et les défis environnementaux ainsi que géologiques deviennent de plus en plus importants à mesure que les études se précisent. La Turquie pourrait éventuellement construire un canal beaucoup plus petit pour des usages spécifiques, ou développer d'autres solutions afin de réduire la congestion du Bosphore. Mais la grande vision consistant à remodeler la géographie d'Istanbul paraît de moins en moins réaliste. Le canal d'Istanbul remplit malgré tout un objectif politique, qu'il soit construit ou non, en permettant aux dirigeants d'apparaître audacieux et visionnaires. Savoir si quelqu'un souhaite réellement concrétiser cette vision est presque devenu secondaire. Après le canal de Turquie qui ne verra peut-être jamais le jour, direction le Luxembourg, où un projet bien plus modeste mais qui avance réellement cherche à transformer la manière dont ce petit pays se connecte à l'Europe. Le Luxembourg fait face à un problème bien précis, il est minuscule. Le pays entier couvre seulement 2586 km², plus petit que le Rhode Island, avec une population de moins de 700 000 habitants. Pourtant, il pèse bien plus lourd que sa taille sur le plan économique en tant que grand centre financier et siège de nombreuses institutions de l'Union européenne. Cela crée une pression constante sur un territoire limité, en particulier autour de l'aéroport de Luxembourg qui accueille à la fois des vols de passagers et d'énormes volumes de fret. L'aéroport se trouve à seulement quelques kilomètres de Luxembourg-Ville, entouré de zones industrielles, d'autoroutes et de très peu d'espace pour s'étendre. Mais il doit pourtant s'étendre. Le trafic cargo augmente régulièrement, le nombre de passagers continue de progresser et le rôle de l'aéroport comme hub logistique européen devient plus important chaque année. La solution imaginée par le Luxembourg consiste essentiellement à construire un nouveau quartier au-dessus et autour de l'aéroport. Le projet Skypark vise à créer un développement mixte directement connecté à l'aéroport avec des bureaux, des installations logistiques, des hôtels et même des zones résidentielles intégrées dans ce qui est, en réalité, un nouveau quartier construit autour du transport aérien. C'est une forme d'urbanisme pensée pour une économie où la proximité avec des connexions rapides de fret aérien offre un avantage concurrentiel. Le projet a commencé à prendre forme vers 2015. Lorsque l'aéroport et le gouvernement luxembourgeois ont commencé à planifier sérieusement comment maximiser l'espace limité disponible. Le Luxembourg ne pouvait pas s'étendre vers l'extérieur comme d'autres pays, il n'a tout simplement pas l'espace.
Ils ont donc décidé de construire vers le haut et vers l'intérieur, en créant de la densité autour des infrastructures existantes plutôt qu'en s'étendant vers de nouvelles zones. L'un des aspects les plus intéressants est le Sky Park lui-même, une plateforme de parc surélevé construite au-dessus des installations au niveau du sol, créant un espace vert utilisable dans une zone autrement dominée par les pistes et les entrepôts. Le parc repose au-dessus des bâtiments logistiques, accessibles par des passerelles et des escaliers, offrant un espace de loisirs aux travailleurs et aux résidents sans consommer un précieux foncier au niveau du sol. Sous le parc, les entrepôts et centres logistiques sont directement connectés aux installations de fret. Les entreprises peuvent traiter les expéditions avec un transport minimal entre l'aéroport et l'entrepôt, réduisant les coûts et les délais de transit. Pour les entreprises travaillant avec des marchandises sensibles au temps, produits pharmaceutiques, électroniques, documents financiers, cette intégration apporte une valeur considérable. Le développement comprend également le premier grand concept d'aéroport-ville du Luxembourg, avec des hôtels, des centres de conférences et des immeubles de bureaux conçus spécifiquement pour les voyageurs d'affaires ayant besoin d'un accès rapide à l'aéroport. Plutôt que de construire des hôtels dans le centre-ville et d'obliger les voyageurs à se rendre à l'aéroport, le Luxembourg construit les hôtels directement à l'aéroport et crée un environnement où les courts séjours sont pratiques et efficaces. La construction a été progressive et continue, avec différentes phases achevées à différents moments. L'hôtel de luxe a ouvert en 2019. Des installations de fret supplémentaires sont entrées en service en 2020 et 2021. Des immeubles de bureaux sont encore en construction et des composantes résidentielles sont prévues pour des phases ultérieures. L'investissement total est estimé à environ 1,5 milliard de dollars, modeste selon les standards des méga-projets, mais significatif pour un pays de la taille du Luxembourg. La composante résidentielle est particulièrement intéressante. Le Luxembourg connaît une grave pénurie de logements, avec des prix immobiliers parmi les plus élevés d'Europe. Construire des appartements près de l'aéroport, un emplacement traditionnellement considéré comme indésirable en raison du bruit, exige une conception soignée. Les bâtiments résidentiels prévus disposeront d'une isolation phonique renforcée, d'espaces verts pour atténuer le bruit et de connexions de transport qui rendront la vie près de l'aéroport pratique plutôt que simplement tolérable. Le bruit a été la principale préoccupation des communautés voisines. Les extensions d'aéroports rencontrent généralement l'opposition des résidents qui ne veulent pas d'une augmentation du trafic aérien au-dessus de leur tête. Le Luxembourg a mis en place des procédures strictes de réduction du bruit, des couvre-feux sur les vols de nuit et a investi dans des avions plus silencieux afin de maintenir le soutien des quartiers. Le compromis est que ces restrictions limitent la croissance possible de l'aéroport, obligeant à tirer encore plus d'efficacité des infrastructures disponibles. Le projet Sky Park montre comment de petits pays disposant d'un espace limité peuvent tout de même développer des infrastructures importantes en faisant preuve de créativité dans l'utilisation du foncier. Construire en hauteur, construire au-dessus d'installations existantes et intégrer plusieurs fonctions dans un même développement permettent au Luxembourg d'augmenter sa capacité sans consommer les espaces ouverts qu'il ne possède pas. Le trafic cargo a été le véritable gagnant. L'aéroport de Luxembourg est devenu l'un des grands hubs de fret aérien en Europe, traitant plus de marchandises que des aéroports beaucoup plus grands dans des pays plus vastes. L'intégration étroite entre les installations aéroportuaires et les centres logistiques environnants rend le Luxembourg attractif pour les entreprises qui privilégient la rapidité et l'efficacité plutôt que la taille pure. Reste à voir si les composantes résidentielles fonctionneront. Vivre à côté d'un aéroport, même bien géré, n'est pas le premier choix de la plupart des gens. Mais la pénurie de logements au Luxembourg est suffisamment sévère pour que des appartements bien insonorisés et bien connectés au transport puissent trouver leur marché malgré l'emplacement. Le pays s'est déjà vendu avec succès comme un lieu où la qualité de vie coexiste avec le dynamisme économique, et le développement Sky Park doit tenir cette promesse. Le projet représente un urbanisme pragmatique plutôt qu'une grandeur visionnaire. Le Luxembourg ne cherche pas à construire le plus grand objet du monde, ni à remodeler sa géographie. Il essaie simplement de tirer le maximum d'un espace limité grâce à une intégration intelligente et à la densité. Parfois, les méga-projets les plus réussis sont ceux dont les ambitions sont modestes mais bien exécutées. De l'utilisation créative de l'espace limité au Luxembourg, nous partons vers la Belgique, où Anvers tente de résoudre des problèmes de circulation qui tourmentent la ville depuis des décennies. Anvers possède le deuxième plus grand port d'Europe et le trafic qui va avec. Des milliers de camions traversent la ville chaque jour, transportant des marchandises entre le port et le reste de l'Europe. Le problème, c'est que le périphérique d'Anvers est incomplet. Il existe une énorme coupure du côté nord, là où l'autoroute s'arrête tout simplement, forçant tout ce trafic à passer par les rues de la ville,
ou par des routes de connexion insuffisantes. C'est un goulet d'étranglement depuis plus de 40 ans et tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut le résoudre. Ils n'arrivent simplement pas à se mettre d'accord sur la manière de le faire. La liaison Oosterweel est la tentative de la Belgique pour enfin compléter le périphérique en construisant une combinaison de tunnels, de ponts et d'autoroutes qui relierait les deux extrémités et créerait une boucle complète autour de la ville. Le projet comprendrait un tunnel sous l'Escaut, de nouvelles sections autoroutières et des échangeurs modernisés pour gérer l'augmentation de capacité. Une fois terminé, le trafic de transit pourrait contourner entièrement la ville, réduisant la congestion dans les quartiers résidentiels et améliorant la qualité de l'air. L'idée remonte aux années 1970, mais la planification sérieuse n'a commencé que dans les années 2000. Les premiers plans prévoyaient un immense pont au-dessus de l'Escaut, ce qui a immédiatement provoqué l'opposition des habitants locaux qui ne voulaient pas d'une énorme structure autoroutière dominant leur quartier. Les protestations ont forcé une refonte du projet pour inclure davantage de tunnels, ce qui a considérablement augmenté les coûts. Puis les groupes environnementaux se sont opposés à l'impact du projet sur les zones naturelles protégées près du fleuve. En 2010, le projet était empêtré dans des recours juridiques et un blocage politique. La Flandre, la région nord de la Belgique qui financerait la majeure partie du projet, voulait le construire rapidement. Les habitants d'Anvers voulaient plus de tunnels et moins d'infrastructures en surface. Les groupes environnementaux voulaient son annulation complète. Le gouvernement fédéral belge, qui contrôlait techniquement certaines parties du tracé, ajoutait une couche supplémentaire de complexité bureaucratique. Tous les acteurs impliqués avaient un droit de veto, et presque tous l'ont utilisé. La percée est arrivée en 2017 avec l'accord Oosterweel-Verbinding, un compromis politique qui a satisfait suffisamment de parties pour permettre d'avancer. Le nouveau design comprenait des tunnels plus longs afin de minimiser l'impact en surface, des barrières anti-bruit supplémentaires et des mesures de compensation environnementale. L'estimation du coût est montée à plus de 5 milliards de dollars, soit plus du double des estimations précédentes, mais au moins la construction pouvait enfin commencer. Les travaux ont commencé en 2018 avec la première phase, comprenant les infrastructures préliminaires et la préparation de l'excavation du tunnel principal. Le tunnel sera creusé à l'aide de 2 énormes tunneliers, chacun de plus de 14 mètres de diamètre, forant sous l'Escaut et les banlieues nord d'Anvers. Les sols excavés seront utilisés pour des projets de récupération de terre et de restauration environnementale, transformant un problème d'évacuation des déchets en opportunité de créer de nouvelles zones humides. Le tunnel de l'Escaut mesurera 1,8 km de long et transportera 3 voies de circulation dans chaque direction. Contrairement à de nombreux tunnels urbains qui ne sont que des tubes de béton fonctionnels, le tunnel Oosterweel intégrera des éléments de conception destinés à réduire le stress des conducteurs et à améliorer la sécurité. L'éclairage LED simulera la lumière du jour, les murs seront moins monotones et le tunnel sera suffisamment large pour éviter les sensations de claustrophobie. En surface, le projet comprend de nouvelles sections autoroutières connectées au tunnel, ainsi que la rénovation d'échangeurs existants déjà saturés. Certaines zones résidentielles verront des bâtiments démolis pour faire de la place aux routes élargies, une question politiquement sensible qui a nécessité longues négociations et des indemnisations. La forte densité de population de la Belgique signifie qu'il y a rarement de l'espace vide disponible pour de nouvelles infrastructures. Chaque projet oblige à déplacer quelqu'un ou quelque chose. Les calendriers actuels prévoient un achèvement vers 2030, même si les projets d'infrastructures belges ont une longue histoire de retard. La structure politique complexe du pays, avec des pouvoirs répartis entre les gouvernements fédéral, régional et local, rend la coordination des grands projets difficile. Ajoutez à cela les études environnementales, les recours juridiques et les imprévus de construction, et 2030 commence à paraître optimiste. Le port d'Anvers a désespérément besoin de ce projet. Chaque jour où le trafic rampe dans les rues de la ville représente une perte de productivité économique et des entreprises frustrées. Les compagnies maritimes tiennent compte du temps nécessaire pour déplacer les conteneurs du port vers l'autoroute lorsqu'elles décident quel port utiliser. Si les connexions d'Anvers deviennent trop peu fiables, les cargaisons se déplacent plutôt vers Rotterdam ou Hambourg. La liaison Oosterweel est une infrastructure dont la ville a besoin pour rester compétitive. La liaison Oosterweel ne sera pas célébrée comme un triomphe architectural ou une merveille technologique. C'est une infrastructure utilitaire, nécessaire, mais peu glamour. Compléter le périphérique d'Anvers résout un problème vieux de plusieurs décennies et permet à la ville de fonctionner plus efficacement, mais c'est le type de succès que l'on remarque surtout lorsqu'il est absent.
La Belgique parie 5 milliards de dollars que la résolution de ce goulet d'étranglement se rentabilisera grâce à une meilleure fluidité du trafic, à la croissance économique et à une meilleure qualité de vie pour les habitants qui subissent actuellement un trafic de transit constant. Que ce pari soit gagnant dépend en partie de l'exécution, mais surtout de la capacité du périphérique achevé à déplacer autant de trafic que prévu. Parfois, les projets de transport changent les comportements de manière inattendue, avec une nouvelle capacité qui attire simplement plus de trafic au lieu de réduire la congestion. Anvers le découvrira bien assez tôt. Des difficultés autoroutières de la Belgique, nous partons vers l'Est, en Serbie, où Belgrade tente de construire quelque chose qu'elle aurait dû avoir depuis des décennies. Belgrade est l'une des plus grandes villes européennes sans système de métro, et cette absence se voit. La circulation est chaotique, les bus sont bondés et il n'existe aucun moyen efficace de déplacer les 1,7 million d'habitants de la ville. Toutes les grandes capitales européennes possèdent un métro, sauf Belgrade, et cette absence est devenue à la fois un problème d'infrastructure et une question de fierté nationale. La Serbie parle de construire un métro à Belgrade depuis les années 1970. Les plans de l'époque yougoslave comprenaient des conceptions détaillées, des études de tracé et des études de faisabilité. La construction n'a jamais commencé parce que la Yougoslavie s'est effondrée, la Serbie a traversé des guerres et une crise économique, et il n'y avait tout simplement pas d'argent pour des systèmes de métro coûteux. Pendant des décennies, le métro de Belgrade est resté un rêve sans cesse repoussé. Cela a finalement changé en 2018, lorsque la Serbie a obtenu un financement chinois et un soutien technique pour construire la première ligne de métro. L'accord s'inscrit dans le cadre de l'initiative chinoise Belt and Road, avec des entreprises chinoises fournissant la majeure partie de l'expertise de construction et des banques chinoises accordant la majorité des 5 milliards de dollars de prêts. La Serbie ne peut pas se permettre de construire un métro avec ses propres ressources, donc le financement chinois rend le projet possible, même s'il s'accompagne d'importantes obligations de dette. Le plan prévoit à terme 3 lignes de métro, mais seule la ligne 1 est actuellement en construction. La première phase mesurera 22 km de long avec 21 stations, allant des banlieues nord de Belgrade à travers le centre-ville, puis vers le sud en direction de l'aéroport. La construction a commencé en 2021 avec des tunneliers importés de Chine pour assurer l'excavation. Construire un métro à Belgrade présente des défis uniques. La ville se trouve au confluent de 2 grands fleuves, la Save et le Danube, avec une géologie qui varie entre des sédiments mous de lit fluvial et du calcaire dur. Certaines zones nécessitent une excavation profonde pour atteindre une roche stable pour les fondations des tunnels. D'autres zones ont des nappes phréatiques élevées qui nécessitent un pompage constant pour garder les chantiers au sec. Et partout dans la ville, il existe des couches de vestiges archéologiques provenant de la longue histoire de Belgrade comme point stratégique de franchissement fluvial. Chaque fois que l'excavation commence, les archéologues arrivent, car il y a de fortes chances de trouver quelque chose d'historiquement important. Belgrade est habitée en continu depuis des milliers d'années, avec des ruines romaines, des fortifications médiévales et des structures de l'époque ottomane superposées sous la ville moderne. La construction doit s'arrêter chaque fois que des artefacts sont découverts, ajoutant des retards et des complications à un projet déjà complexe. Les équipes chinoises utilisent des tunneliers pour la plupart des sections souterraines, mais la méthode de tranchée couverte est utilisée dans certaines zones où le métro passe près de la surface. Cela consiste à creuser une tranchée, construire le tunnel, puis le recouvrir. Une méthode perturbatrice pour la circulation en surface, mais plus rapide et moins coûteuse que le forage profond. Des rues entières sont ouvertes puis reconstruites, provoquant un chaos de circulation qui durera des années. La Serbie espérait initialement que la ligne 1 ouvrirait en 2027, mais ce calendrier a déjà glissé. Les estimations actuelles suggèrent 2028 ou 2029, et même ces dates pourraient se révéler optimistes. Le projet a rencontré les défis habituels des grands chantiers urbains complexes. Conditions de sol inattendues, conflits avec les réseaux existants et problèmes de coordination entre plusieurs entrepreneurs. Les entreprises chinoises découvrent que construire des systèmes de métro dans des villes européennes historiques n'est pas tout à fait la même chose que les construire dans des villes chinoises modernes, aux conditions souterraines plus simples. L'arrangement financier a suscité des critiques de la part d'économistes préoccupés par la capacité de la Serbie à rembourser les prêts chinois. Les conditions ne sont pas particulièrement favorables, avec des taux d'intérêt plus élevés que ceux que la Serbie pourrait obtenir auprès de prêteurs européens si ces derniers étaient prêts à financer le projet, ce qu'ils ne sont globalement pas. La Serbie parie que les bénéfices économiques d'un métro fonctionnel dépasseront le poids de la dette, mais ce calcul n'est pas sans risque. Pour les habitants de Belgrade, les perturbations dues aux travaux en valent la peine si le métro fonctionne réellement.
Le système de bus de la ville est surchargé et lent, sans véritable option de transport rapide. Un métro fonctionnel transformerait la mobilité urbaine, rendant pratique le fait de vivre dans les quartiers périphériques tout en travaillant dans le centre. Les valeurs immobilières le long des lignes de métro augmenteront, de nouveaux développements suivront les stations et l'économie globale de la ville devrait bénéficier d'une meilleure efficacité des transports. Le métro représente aussi quelque chose de symbolique pour la Serbie, la preuve que le pays peut construire des infrastructures modernes malgré des décennies d'instabilité et de problèmes économiques. Lorsque le métro de Belgrade ouvrira enfin, ce sera un signe tangible de progrès, une infrastructure qui placera la ville au niveau des autres capitales européennes. Cet effet psychologique pourrait valoir autant que les bénéfices réels en matière de transport. Le fait que le métro devienne un succès financier ou un fardeau de dette dépendra largement de la fréquentation. Si suffisamment de personnes l'utilisent pour réduire les subventions aux bus et générer des recettes tarifaires, l'investissement aura du sens. S'il devient un éléphant blanc sous-utilisé nécessitant des subventions permanentes, les prêts chinois apparaîtront comme une très mauvaise affaire. La santé économique future de Belgrade dépend en partie de la capacité de sa première ligne de métro à attirer les voyageurs nécessaires pour justifier son coût. De ce métro de Belgrade qui prend enfin forme, nous partons vers l'ouest vers un projet ferroviaire qui tente de reconnecter deux pays partageant une histoire compliquée. La Hongrie et la Serbie partagent d'une frontière, d'importants liens historiques et pratiquement aucune bonne connexion ferroviaire. La ligne existante entre Budapest et Belgrade est ancienne, lente et à peine utilisée. Le trajet de 350 km prend environ 8 heures avec des trains qui dépassent rarement 50 km/h, tandis que l'itinéraire serpente à travers de petites villes et effectue d'innombrables arrêts. La plupart des gens conduisent ou prennent le bus parce que le train est trop lent pour être pratique. Cela n'a pas toujours été le cas. À l'époque de l'Empire austro-hongrois puis de la Yougoslavie, le corridor Budapest-Belgrade était une liaison ferroviaire importante reliant l'Europe centrale aux Balkans. Mais des décennies de sous-investissement ont rendu l'infrastructure obsolète. Aucun des deux pays n'avait l'argent nécessaire pour la moderniser et pendant des années après les guerres yougoslaves, il n'y avait pas beaucoup de volonté d'améliorer les connexions avec une Serbie politiquement isolée. Cela a commencé à changer dans les années 2010. Lorsque la Hongrie et la Serbie ont commencé à travailler avec la Chine sur des projets liés à l'initiative Belt and Road. La Chine a proposé de financer et de construire une ligne ferroviaire moderne à grande vitesse entre les deux capitales, réduisant le temps de trajet de 8 heures à moins de 3. La Hongrie et la Serbie obtiendraient une infrastructure moderne sans devoir la financer elle-même, et la Chine gagnerait un autre point d'appui dans les réseaux de transport européens. L'accord a été signé en 2015, avec des entreprises chinoises chargées de moderniser l'ensemble du tracé afin de permettre à des trains de circuler à 200 km/h. La section hongroise serait rénovée et redressée lorsque nécessaire. La section serbe nécessitait des travaux plus importants, notamment de nouvelles voies, une nouvelle signalisation, de nouvelles gares et l'électrification de lignes qui fonctionnent actuellement au diesel. La construction a commencé en 2017 du côté serbe, où les entrepreneurs chinois ont commencé à retirer les anciennes voies et à poser de nouvelles fondations. La section hongroise a connu des retards en raison des réglementations de l'Union européenne, imposant des procédures de marché public pour les projets d'infrastructure, compliquées par des questions sur la conformité des arrangements financiers chinois aux normes européennes. La Hongrie a finalement surmonté ces obstacles réglementaires, mais cela a pris plusieurs années de plus que pour la section serbe. Le projet a été controversé tout au long de son développement. Les critiques dans les deux pays se demandent pourquoi la Chine s'intéresse autant à la construction de voies ferrées à travers les Balkans, suggérant que le véritable objectif est d'établir un contrôle stratégique sur les infrastructures plutôt que de favoriser le développement économique. Les conditions de financement sont opaques, avec des prêts chinois accordés par des banques d'État à des taux d'intérêt et à des conditions de remboursement qui ne sont pas rendus publics. Certains responsables de l'opposition hongroise ont qualifié cela de piège de la dette, qui laisserait le pays dépendant des intérêts chinois. Les groupes environnementaux ont contesté certaines sections du tracé, en particulier en Hongrie, où la voie ferrée traverse des zones naturelles protégées. Les retards liés aux études environnementales et aux recours juridiques ont repoussé les calendriers à plusieurs reprises. En Serbie, la construction a rencontré moins d'obstacles réglementaires, mais a dû faire face à un terrain difficile dans certaines sections, nécessitant d'importants travaux de terrassement et la construction de ponts.
La ligne ferroviaire est construite selon des spécifications chinoises qui diffèrent à certains égards des normes européennes. Cela a créé des défis techniques pour garantir la compatibilité avec les réseaux ferroviaires existants en Hongrie et en Serbie. Les locomotives et le matériel roulant devront gérer les transitions entre différents systèmes, ce qui ajoute de la complexité et des coûts. La possibilité d'atteindre réellement le temps de trajet promis de 3 heures dépendra en partie du bon fonctionnement de ces intégrations techniques. La Serbie a progressé régulièrement sur sa section, avec d'importantes portions de voies modernisées et de nouvelles gares proches de l'achèvement. La section hongroise a été plus lente, avec des travaux souvent suspendus pour des examens réglementaires ou des modifications de conception. Les deux sections sont censées se rejoindre à la frontière et fournir un service fluide, mais la coordination des calendriers de construction s'est révélée difficile. Des questions ont également entouré l'économie de la ligne ferroviaire. Le trafic de fret entre la Hongrie et la Serbie n'est pas particulièrement important, et il n'existe pas de demande évidente pour une liaison ferroviaire passager à grande vitesse. L'itinéraire est principalement justifié comme faisant partie d'une vision chinoise plus large pour le fret ferroviaire reliant les ports chinois via la Grèce à l'Europe centrale. Mais il reste spéculatif de savoir si ce trafic de fret se matérialisera réellement. La ligne pourrait générer plus de coûts que de revenus pendant des décennies. Les estimations actuelles suggèrent que la section hongroise pourrait être achevée vers 2025, tandis que la section serbe devrait être terminée à peu près au même moment. Il n'est pas certain que les deux sections soient réellement achevées et opérationnelles simultanément. Les cérémonies d'ouverture pourraient présenter des trains capables techniquement d'atteindre 200 km/h sur certaines sections, tout en avançant encore lentement dans d'autres zones en attente de modernisation. La ligne Budapest-Belgrade représente l'infrastructure Belt and Road dans sa forme la plus visible en Europe. Des projets financés par la Chine qui peuvent ou non avoir un sens économique, mais qui augmentent clairement l'influence chinoise. Pour la Hongrie et la Serbie, c'est une infrastructure moderne qu'elles ne pouvaient pas se permettre de construire seules. Pour la Chine, c'est une autre pièce dans une stratégie géopolitique plus large. Savoir si cela bénéficiera aux personnes qui vivent réellement le long du tracé dépendra de facteurs qui ne seront clairs qu'après plusieurs années d'exploitation. Des lignes ferroviaires qui relient des pays à un système de métro qui tente de mieux connecter une capitale avec elle-même, nous partons vers la France. Paris possède un célèbre réseau de métro, l'un des plus anciens et des plus fréquentés au monde. Mais il y a un problème. Il a été conçu il y a plus d'un siècle pour une ville beaucoup plus petite et il se concentre presque entièrement sur le transport des personnes vers et depuis le centre historique. Les banlieues, où vivent des millions d'habitants, sont mal connectées. Aller d'une banlieue à une autre nécessite souvent de passer par le centre-ville congestionné, transformant ce qui devrait être un court trajet en une épreuve d'1 heure. Le Grand Paris Express est la solution de la France. Une immense extension qui ajoutera 200 km de nouvelles lignes de métro, formant un réseau d'itinéraires orbitaux autour de Paris. Ces nouvelles lignes ne relieront pas seulement les banlieues au centre. Elles relieront les banlieues entre elles, créant un réseau de transport rapide qui devrait transformer le fonctionnement de toute la région métropolitaine. Le projet a été annoncé en 2007, a traversé des années de planification et de débats, puis a finalement commencé sa construction en 2016. C'est le plus grand projet d'infrastructure urbaine d'Europe, avec 4 nouvelles lignes de métro automatisées construites simultanément. Le coût total est estimé à 40 milliards de dollars, même si ce chiffre continue d'augmenter à mesure que la construction révèle de nouvelles complications. Construire des tunnels de métro sous une ville déjà saturée est extrêmement difficile. Le sous-sol parisien est un chaos, composé de tunnels de métro existants, de réseaux d'égouts, de conduites de services publics, de parkings souterrains, de fondations d'immeubles et de vestiges archéologiques. Chaque mètre du nouveau tunnel doit se frayer un chemin dans ce labyrinthe souterrain sans perturber les infrastructures existantes ni provoquer l'effondrement de bâtiments historiques. Des tunneliers travaillent simultanément depuis des dizaines de points d'accès, creusant à travers le calcaire et le gypse qui composent le sous-sol de la région parisienne. Certaines sections passent à travers d'anciennes carrières exploitées il y a des siècles et qui existent aujourd'hui comme des vides sous la surface. Ces zones nécessitent d'importants renforcements avant que les tunneliers puissent les traverser en toute sécurité, ajoutant du temps et des coûts à chaque mètre de progression. Le projet comprend 68 nouvelles stations, dont beaucoup dans des banlieues qui n'ont jamais eu accès au métro. Ce ne sont pas de simples quais, ce sont d'immenses complexes souterrains avec des espaces commerciaux, des lieux sociaux et des connexions au réseau de bus. Certaines stations sont construites à 30 mètres sous terre, nécessitant d'énormes excavations qui prennent des années à achever.
Les stations elles-mêmes sont conçues par différents architectes, donnant à chacune une identité unique plutôt que l'approche standardisée utilisée dans de nombreux systèmes de métro. Les découvertes archéologiques ont provoqué des retards prévisibles. Des ruines romaines, des cimetières médiévaux et des vestiges d'anciens villages apparaissent régulièrement dès que l'excavation commence. La loi française exige une documentation appropriée et souvent la préservation des découvertes importantes, ce qui suspend les travaux jusqu'à ce que les archéologues terminent leur travail. Certaines découvertes ont été assez spectaculaires pour justifier la création de musées, retardant encore le projet, mais ajoutant une valeur culturelle. Les nouvelles lignes sont construites comme des systèmes entièrement automatisés, sans conducteur, avec des capteurs sophistiqués qui gèrent les mouvements des trains. Cela permet un service plus fréquent et des coûts d'exploitation plus faibles. Mais cela signifie également que des tests approfondis sont nécessaires avant l'ouverture afin de garantir que l'automatisation fonctionne en toute sécurité. Plusieurs dates d'ouverture prévues ont été repoussées parce que les systèmes automatisés ont échoué au premier test et ont nécessité des modifications. La ligne 15, la ligne orbitale sud, devait initialement ouvrir par section à partir de 2022. Cela ne s'est pas produit. Les calendriers actuels suggèrent que les premières sections pourraient ouvrir en 2025, avec une ligne complète opérationnelle d'ici 2030. Les lignes 16 et 17, desservant les banlieues nord et nord-est, suivent des calendriers retardés similaires. La ligne 18, reliant les aéroports et les banlieues sud, continue d'être repoussée à mesure que les contraintes budgétaires ralentissent la construction. Le coût de 40 milliards de dollars fait débattre les responsables politiques français sur les priorités. Les critiques soulignent que 40 milliards de dollars pourraient financer d'immenses améliorations des infrastructures existantes, de nouveaux hôpitaux, des écoles et des services sociaux. Les maires de banlieue qui ont défendu le projet affirment que des décennies de sous-investissement dans les infrastructures suburbaines ont créé des inégalités que le Grand Paris Express permettra enfin de corriger. Le plus grand impact du projet concernera les schémas d'emploi en banlieue. Actuellement, de nombreux habitants des banlieues travaillent dans le centre-ville parce que les déplacements entre banlieues sont trop difficiles. Une fois les lignes orbitales opérationnelles, les emplois situés partout dans la région métropolitaine deviendront accessibles, ce qui pourrait redistribuer l'activité économique et réduire la pression sur le centre historique. Certaines banlieues, autrefois considérées comme trop éloignées de Paris pour être attractives, sont transformées par la promesse de trajets de 30 minutes vers le centre. Cependant, à voir si le Grand Paris Express tiendra ses promesses malgré son coût énorme. Le projet Crossrail de Londres, qui poursuivait des objectifs similaires, a largement dépassé son budget et pris du retard, tout en offrant moins de capacité que prévu. Paris tente d'éviter ces erreurs, mais les grands projets d'infrastructures urbaines ont tendance à dépasser les attentes, dans le mauvais sens. D'ici 2030, si la construction reste à peu près sur les rails, Paris disposera d'un réseau de métro considérablement élargi qui connectera enfin ses banlieues de manière rationnelle. L'impact sur le développement urbain, les schémas d'emmeil et la qualité de vie pourraient être transformateurs. Ou bien le projet pourrait devenir un système extrêmement coûteux qui n'attire pas suffisamment de voyageurs pour justifier son coût. La réponse dépendra de facteurs allant de la santé économique française aux habitudes de télétravail post-pandémie, en passant par les politiques climatiques influençant les choix de transport. Le Grand Paris Express représente l'engagement de l'Europe envers les transports publics à une échelle qui semble presque inconcevable pour les Américains. 40 milliards de dollars pour des métros et des trains, tandis que les États-Unis peinent à construire une seule ligne de transport collectif pour une fraction de ce coût. Reste à savoir si ce modèle européen est durable ou s'il s'agit d'un luxe qui ne peut être financé qu'en période de stabilité économique. Lequel de ces méga-projets vous a le plus impressionné ? Pensez-vous que les nouveaux tunnels européens peuvent rivaliser avec le tunnel du Gothard en Suisse ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de regarder notre compilation des méga-projets les plus incroyables du Moyen-Orient. Et continuez à suivre Sommet pour découvrir les histoires derrière les plans de construction les plus ambitieux du monde.